Quand un catcheur passe du côté obscur, ça donne souvent lieu à des scènes iconiques. Est-ce que vous saviez qu'à plusieurs reprises, c'est à travers le rôle dans des factions bien précises que certaines superstars ont pu exprimer pleinement cette nouvelle version d'elles-mêmes? On se retrouve sur Johnny Catch pour se replonger dans ces fois où des clans ont servi de tremplin à des heel turns marquants. Vous apprendrez entre autres comment le passé de The Rock ressemble étrangement à celui de Roman Reigns, comment Bret Hart s'attirait les foudres du public américain, mais aussi comment le vrai plus grand heel turn de tous les temps a été amené, et même qui a eu l'idée du nom The Generation X. Pour votre information, ce que vous allez voir, c'est un documentaire différent des autres sur la chaîne, comme il y en a chaque semaine. Mais soyez rassurés, plein de documentaires plus classiques arrivent à foison tous ces prochains temps. Et tenez-vous bien, il y a un moment dans la vidéo où je vais vous parler d'un livre spécial que vous aurez très envie d'avoir. Vous êtes bien sur Johnny Catch, les clans qui ont donné l'impulsion pour des heel turns mémorables. C'est parti! C'est indéniable que dans le catch, un heel turn c'est souvent très marquant. On se souvient de celui de John Cena à Elimination Chamber 2025, celui aussi de Roman Reigns, ça plutôt à l'été 2020. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que, à de multiples reprises, et notamment des fois très mémorables, c'est en faisant partie d'une faction que ces personnages devenus heel se sont pleinement exprimés et ont pu briller, on va dire, dans ce qui était clairement des nouvelles versions d'elles-mêmes. Et j'en prends pour exemple celui de Hulk Hogan, le jour où il est devenu heel, dans ce qui pour moi est sans l'ombre d'un doute le plus grand heel turn de tous les temps. Alors, pour recontextualiser un peu, on va parler donc de cette période d'abord, où Hulk Hogan c'était le super-héros américain, vous savez, à la base à la WWE, années 80, début des années 90, c'est le type en rouge et jaune qui venait toujours sauver l'Amérique, qui venait combattre les grands monstres méchants. Mais au bout d'une période un peu comme John Cena des années plus tard, dans les années plutôt 2000-2010, le public a commencé à se lasser de cette, on va dire, mécanique récurrente de Hulk Hogan qui était le grand gentil, le grand héros qui venait sans arrêt non seulement prendre le spotlight mais aussi donc sans arrêt gagner. Et ça a mené à un Hulk Hogan qui s'est un peu remis en question et qui a ensuite fait un heel turn mais d'une façon bien précise où un clan a joué un rôle charnière. Alors sachez que tout ça se passe en 1996 mes amis, c'est une période où Kevin Nash et Scott Hall venaient de quitter la WWE dans ce qui sera une situation combinant vraiment à la perfection, je trouve, à la fois le réel, mais aussi la fiction, bien sûr. Sachez que donc, à la WWE, ils étaient Diesel et Razor Ramon, mais que les sirènes très attractives et juteuses financièrement de la WCW leur ont donné envie d'aller voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et à ce moment-là, donc, ils ont quitté la WWE, qu'ils ont trahi, pour aller à la WCW, où ils seront les outsiders. Et ce qui était absolument génial, à mon humble avis, c'est qu'à l'époque, ils seront dans des registres où on se disait, non mais on dirait vraiment des mecs qui sont envoyés par la WWE pour venir clasher la WCW là. Alors qu'en réalité, ils l'étaient pas, mais ça en donnait clairement l'impression. Ça a captivé les fans à un point d'ailleurs, où à partir du moment où tout ça prendra bien forme, pendant 83 semaines d'affilée, ils tataneront la WWE dans les audiences. Rendez-vous compte ce que ça représente. L'hégémonie de l'empire des McMahon était remise en question. Enfin bref, c'est donc à un moment bien précis, à Bash at the Beach 1996, que les Outsiders étaient censés affronter quelques babyface missionnés par la World Championship Wrestling pour les affronter, ni plus ni moins. C'est à cette occasion-là qu'ils dévoileront leur partenaire mystère. Alors, Hulk Hogan, dans un premier temps, arrivera au ring et on se disait, non mais là, il vient sauver les babyface, notamment Randy Savage, qui était en mauvaise posture, son ancien poteau des Mega Powers, j'ai envie de vous dire. Sauf que là, il va passer du côté obscur, Hulk Hogan va se joindre aux Outsiders et annoncer la création d'un nouvel ordre mondial du catch. Alors ça deviendra le NWO, mes amis, bien évidemment, faction iconique et surtout faction révolutionnaire, parce que à travers celle-ci, Hulk Hogan avait complètement ce qu'on pourrait appeler une impulsion pour un renouveau complet de son personnage. On avait un Hulk Hogan qui laissait tomber ses couleurs traditionnelles rouge et jaune pour aller vers le noir et blanc. Alors c'est vrai que les années suivantes, souvent dans le catch, on a vu des clans s'inspirer des habitudes et aussi des looks du New World Order, mais c'est bien eux qui ont été un peu les pionniers de ces, vous savez, ces apparences à base de couleurs sobres, avec leurs gestuels, tout ça, et ça réussira énormément à Hulk Hogan, ou plutôt je devrais dire
Hollywood Hulk Hogan, puisque en devenant heel, non seulement il se relookait, alors déjà au niveau de ses tenues, mais aussi au niveau de on va dire ses cheveux, toute sa pilosité faciale aussi, puisqu'il teignait même sa barbe en noir, et donc il avait plus seulement son bouc blond. En gros, c'était un changement complet pour le Hulkster, et on peut considérer que cette faction qui naissait avec à la base ces 3 membres-là. Bon, après, c'est vrai que ça deviendra un peu n'importe quoi, enfin, il y aura, à mon humble avis, toujours beaucoup trop de membres, ça partira un peu dans tous les sens, mais en tout cas, à travers cette faction d'origine, ce trio de base, Hulk Hogan changera du tout au tout, et réussira en étant donc cette nouvelle mégastar arrogante, qui se considérait comme le plus grand, et que tout lui était dû, on va dire, et qui voulait aussi se venger de ses fans qui s'étaient retournés contre lui, qui n'aimaient plus cette légende qu'il était à sa juste valeur. Mais ça lui a permis en tout cas de redevenir intéressant, alors que complètement essoufflé, sa carrière, on va dire les années précédant le fameux heel turn et cette alliance pour former le New World Order. Donc ça lui a clairement réussi. Et après, évidemment, on pourrait mentionner les années suivantes où il est resté un des visages les plus importants de la WCW, alors parfois aussi avec son lot de controverses, Qui pourrait oublier ce qui s'est passé le jour où il y a eu le fameux Finger Poke of Doom, où son camarade Diesel lui a tout simplement, Diesel, maintenant connu comme Kevin Nash, l'a tout simplement laissé gagner le titre poids lourd de la WCW, juste après qu'il l'ait simplement touché avec son doigt. Enfin bon, c'était une scène hautement litigieuse, on va dire. Bref, Hulk Hogan, bien sûr, finira quelques années plus tard par revenir à ses fondamentaux, notamment à travers un match extraordinaire, un de mes préférés par ailleurs, entre The Rock et lui, au WrestleMania 18 bien sûr de 2002, où après avoir commencé le match en tant que heel, membre du New World Order avec les membres qui étaient même venus à la fin, il finira par respecter The Rock, par faire un face turn, et les mois suivants, les années suivantes, redevenir ce qu'il était jadis. Et justement, puisqu'on parle du loup, un autre à qui ce cas de figure est arrivé, et qui a, on va dire en quelque sorte, utilisé un clan pour pleinement s'affirmer en tant que méchant, c'est justement The Rock. Si je vous parle d'un Samoan de la dynastie des Anoa'i qui a commencé en tant que babyface mais qui a mis à bout tous les fans à un point où il se faisait huer alors qu'il était un gentil, et qui a commencé à vraiment briller et à exploser en tant que mégastar qu'au moment où il est devenu heel. Là vous me dites, tu nous parles de Roman Reigns, mais pas du tout, je vous parle bien de The Rock, son cousin. Et oui, c'était déjà arrivé dans les années 90, en sachant que lui à l'origine c'était Rocky Maivia. Alors il avait débuté en étant, bon, déjà issu d'une famille légendaire, ce qui était quand même quelque chose qui lui donnait beaucoup de crédibilité, mais en tout cas, il était un babyface au début, un babyface très coloré, avec des couleurs vives de partout, qui souriait beaucoup, et il débutait d'ailleurs à Survivor Series 1996, et sachez que à partir de là, donc peu de temps après, il allait avoir du succès en étant champion intercontinental, mais les fans n'aimaient plus ce côté babyface avec une seule facette, on va dire, un côté très prévisible, un côté très générique, à tout le temps sourire, à être très fade, à être finalement ce qui marchait avant, avec un Hulk Hogan et ce que la WWE refera par ailleurs avec John Cena 10 ans plus tard. Mais à cette époque-là, dans les années 90, on voulait du réalisme, on voulait des anti-héros, on voulait des Stone Cold Steve Austin, on en avait ras-le-bol de ces babyface purement créés par la WWE, qu'on était censé aimer. Mais sauf que les fans ne voulaient plus qu'on leur dise ce qu'ils étaient censés faire. Donc ils vont se mettre à chanter Rocky sucks, die Rocky die, pour accueillir Rocky Maivia. Et en fin de compte, après avoir perdu son titre intercontinental et suite à une blessure, il aura l'autorisation de passer du côté obscur lui aussi, et surtout de rejoindre un clan qui allait servir de toile de fond pour l'ascension absolument impressionnante de The Rock. Vous noterez qu'il devient The Rock alors qu'il était Rocky Maivia au début. Il rejoint donc la Nation of Domination, un clan qui à la base était dirigé par Farouk, qu'on connaît aussi comme Ron Simmons, des années plus tard, avec son collègue pochetron JBL. Bref, en tout cas, il était un membre de ce clan à l'origine, où vous retrouviez aussi quand même Mark Henry, le futur Godfather aussi, D'Lo Brown, et pour The Rock, c'était d'abord l'occasion, bien sûr, d'être un membre de ce clan un peu de suprémacistes noirs
qui se considérait comme victime d'une injustice en tant qu'Afro-Américain à la WWE. Et pour The Rock, déjà, je trouve que dès le début, ça se voyait qu'il était fait pour être heel. D'ailleurs, lui-même a déjà dit que son nouveau personnage de The Rock qu'il développait à ce moment-là, c'était lui-même, mais juste avec le volume au maximum. Donc il a fait qu'être fidèle à sa propre personnalité. Et au fil des mois, hein, sachez que de plus en plus, on le verra vouloir prendre le leadership dans la Nation of Domination, au grand désespoir de Farouk justement. Mais c'était aussi l'occasion pour The Rock d'être déjà souvent être dans des feuds autour du titre intercontinental, notamment avec déjà Stone Cold Steve Austin, quelques mois avant qu'il devienne champion de WWE d'ailleurs, et puis aussi Ken Shamrock, l'ancien de l'UFC. En tout cas, sachez que c'est en étant un membre, quand même, de la Nation of Domination que The Rock va se mettre à développer toutes ces catchphrases absolument extraordinaires. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est à ce moment-là, en étant heel bien sûr, qu'il va sortir ces « Doesn't matter what you think »,« Do you smell what the Rock is cooking », etc. Tout ça, « Know your role and shut your mouth », toutes ces catchphrases qui sont devenues totalement légendaires, ça date de toute cette époque, hein, vous vous rendez compte? Je trouve ça complètement dingue personnellement, et puis aussi « Finally », et tout ça, c'est devenu culte. Et évidemment, au bout d'un moment, le clan ne pouvait plus contenir l'explosion de The Rock. D'ailleurs, c'est aussi ça un peu la limite d'une faction. C'est que ça peut servir un peu de toile de fond, comme on a dit, pour justifier un personnage qui devient heel, qui rejoint, en vendant son âme en quelque sorte, hein, un groupe de méchants. Mais si ce heel turn se passe bien et qu'il devient de plus en plus fort et suscite de plus en plus de réactions en tant que heel, on peut se poser la question si un clan ne finit pas par limiter un personnage. En tout cas, pour The Rock, au bout d'un moment, le face turn était inévitable. Alors, à savoir quand même que certes, il y a eu toute cette période où il voulait prendre on va dire la main sur la Nation of Domination, mais il avait fini par être attaqué par D'Lo Brown et Mark Henry en octobre 1998, ce qui marquera la fin de la Nation of Domination. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une période comme ça où The Rock, tellement populaire avec ses catchphrases et sa cool attitude, il était face, mais c'est à noter qu'à Survivor Series 1998, quand il devient champion de WWE pour la première fois, à seulement 26 ans d'ailleurs, ce qui était historique à l'époque. Sachez que là aussi, on peut considérer que c'est en rejoignant un clan qu'il y a eu cette impulsion pour à nouveau devenir heel, puisqu'on parle tout simplement de la corporation. Alors certes, c'était un clan un peu différent hein, de la Nation of Domination. Là, on parle on va dire des larbins de Vince McMahon, qui était le grand patron, le chef tyrannique qui avait déclaré la guerre à Stone Cold Steve Austin. Mais quand bien même c'était un clan un peu particulier, The Rock, en étant le corporate champion, en étant un peu le golden boy des McMahon, faisait aussi partie d'une nouvelle faction qui lui donnait en quelque sorte un tremplin pour à nouveau briller dans ce registre où il était le meilleur sur le moment. Alors, c'est arrivé à d'autres reprises hein, dans les années 90, et aussi de façon très mémorable, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Vous l'aurez remarqué mes amis, là on est en plein voyage, en immersion dans les années 90, qui ont souvent servi de cadre à des heel turns mémorables comme vous l'avez vu. Et puisqu'on parle des années 90, j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai envie de vous recommander vivement. Écoutez-moi ça. Avis sans détour sur le catch des années 90, abécédaire libre d'un fan de catch depuis 1991, écrit par Dylan Vorchal. Alors pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que c'est un livre en fait qu'un fan de catch américain des années 90, et pas seulement la WWE, hein, WWF, on va être très précis, mais aussi de l'ECW et de la WCW a écrit, et il m'a beaucoup plu parce que à travers ce livre, franchement, personnellement, dans les livres de catch, je trouve qu'il y a souvent un côté un peu encyclopédie, et encore faut-il que ça ne vienne pas directement de la WWE, hein, qui a sa propre version de l'histoire, on le sait bien. Et là, au contraire, là où on pourrait être habitué à un côté un peu encyclopédie, un peu barbant, c'est tout l'opposé, ce livre. On sent l'amour du catch de Dylan, on sent à quel point c'est un business qui l'a fait vibrer, qui l'a fait rêver pendant sa jeunesse, et vous l'aurez compris, c'est un abécédaire en plus. C'est-à-dire que c'est pas du tout un gros livre barbant, même si c'est pas toujours barbant hein, les gros livres, mais en tout cas, c'est vrai qu'on pourrait avoir ce cliché de toute une longue histoire du catch, mais c'est tout le contraire. Dylan, il a choisi de l'écrire en exprimant des opinions
tout en présentant sous forme d'abécédaire une sorte d'histoire des 3 fédérations américaines majeures des années 90, et en partageant aussi ses émotions. Et je dois vous dire que personnellement, j'ai beaucoup aimé le lire, et ça fait plaisir de ressentir la passion d'un fan pour cette époque que j'adore aussi personnellement. D'ailleurs, à ce moment-là, je vous dis que quand je lisais son témoignage, je me disais, nom d'un chien, j'aurais vraiment aimé découvrir le catch dans les années 90 en même temps que lui. Mais bon, justement, ressentir ça et qu'il partage ça avec nous, ça fait du bien. Et puis en tant que fan de catch, c'est vraiment un régal à lire. Et je pense que ça s'adresse aussi bien à ceux qui ont déjà vécu en même temps que Dylan, en l'occurrence ces années-là, mais aussi ceux qui voudraient la découvrir, toute cette époque. Il raconte sa découverte du catch, d'ailleurs, personnellement, je trouve que ça a un charme fou. Ces années où vous deviez vous battre pour voir des shows, vous procurer des VHS, lire les magazines, et j'ai connu ça aussi, bien sûr, mais dans les années 90, c'était encore plus loin. Et ça donnait la valeur de tout, de A à Z, j'ai envie de vous dire. Et il parlait aussi à quel point ça lui rappelait la mythologie grecque, la découverte de ces dieux des temps modernes. Et en plus, au niveau de ses goûts, j'ai envie de dire, bel esprit Dylan, des goûts qui plairont aux fidèles de la chaîne, croyez-moi, à moi vous pouvez me croire. Et puis en sachant aussi, son pay-per-view préféré de la WWE par exemple, c'est Bad Blood 1997, un show que j'adore aussi personnellement, ne serait-ce que parce qu'il y a le premier Hell in a Cell de l'histoire. Mes amis, je vous le conseille vraiment sincèrement, un beau travail qu'il a fait Dylan Vorchal, et je pense que vous vous régalerez à le lire, tout comme moi, ça a été mon cas. Et il aime notamment la Hart Foundation, et c'est l'occasion d'en parler, puisque la Hart Foundation a aussi servi de tremplin pour le heel turn de Bret Hart. Et oui, alors, tout comme d'ailleurs un peu un The Rock à l'époque, hein, Bret Hart c'était quand même un personnage de babyface à la base, alors qui a quand même été bien plus populaire et pendant plus longtemps que The Rock, hein, ça c'est indéniable. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que, un peu comme Hulk Hogan plutôt, ça s'est aussi essoufflé, Bret Hart. Notamment vers, on va dire, fin 96, début 1997, et notamment à l'occasion d'une feud contre la star montante qui était Stone Cold Steve Austin, avec notamment un match, un de mes préférés d'ailleurs, un submission match à WrestleMania 13 contre le Rattlesnake du Texas. Et sachez que c'est aussi à cette occasion que Bret Hart a fait un heel turn où la Hart Foundation lui a beaucoup donné l'impulsion pour pleinement embrasser, j'ai envie de vous dire, ce nouveau côté heel. Et c'est vrai que, personnellement, c'est en tant que heel que j'ai préféré Bret Hart. Alors, c'est peut-être une opinion qui peut en choquer certains, mais je trouve que à partir du moment où, à la base, il se plaignait beaucoup d'être victime d'injustice. Et ça, c'est vrai que les fans ont commencé à dire « Oui, Bret, il se plaint tout le temps, c'est une pleureuse ». Et ça, à partir du moment aussi où il a vu à quel point les Américains, les fans des années 90, vénéraient Stone Cold Steve Austin, qui pour lui représentait toute la décadence américaine, Bret Hart s'est mis à être le patriote canadien anti-américain. Et ce qui était vraiment génial, c'est que, comme souvent avec les meilleurs personnages dans le catch, on avait l'impression que ça sortait du cœur. Hein. En tout cas, il était, bon évidemment dans le côté patriote ça l'était, mais en tout cas pour clasher cette nouvelle génération de fans, mais aussi de catcheurs qui représentaient pour lui des dégénérés, il était très bon, vraiment très très bon, et clairement il mérite d'être mentionné dans ces cas de figure où des factions ont fait briller le côté heel d'un catcheur, puisque Bret Hart c'est totalement le cas. D'ailleurs, j'aimerais quand même relever un match en particulier que personnellement j'avais trouvé incroyable, ne serait-ce que pour son décor et pour son ambiance, et on peut dire que c'est peut-être celui où Bret Hart dans la Hart Foundation en tant que heel c'est le plus affirmé. C'est justement dans un show au Canada. C'était le show, le Canadian Stampede, alors In Your House 16, c'était le 6 juillet 1997, et sachez que donc, vous aviez quand même, rendez-vous compte, à Calgary au Canada, donc à domicile pour les Hart, hein, vous aviez un match entre la Hart Foundation, ces Canadiens anti-américains mais qui étaient sur leur terre, contre à la fois Stone Cold Steve Austin, Ken Shamrock, Goldust, la Legion of Doom. C'était une affiche absolument incroyable, et puis imaginez à quel point c'est ouf d'avoir des babyface américains, normalement, qui sont aimés la plupart du temps, qui d'un coup se retrouvent en territoire ennemi et hués par un public acquis à la cause des heels. C'est incroyable. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que en septembre 1997, Bret Hart devenu champion aussi, d'ailleurs c'est pour ça que ce run en tant que heel dans la Hart Foundation lui a beaucoup réussi, il a aussi eu du succès. Est-ce que vous saviez qu'il avait affronté aussi le personnage du Patriote, qui était
peu le héros américain, au show In Your House 17 Ground Zero. Le fait est que Bret Hart est un autre exemple de cette mécanique-là, qui, quand elle est bien faite, peut vraiment faire briller des personnages dans un nouveau registre, et d'autres à qui c'est arrivé, c'est justement un certain Shawn Michaels que Bret Hart n'a vraiment pas à la bonne. C'est vrai que quand on parle de D-Generation X, puisque c'est cette faction-là en l'occurrence, on a en tête toutes ces années où ils ont été hyper populaires, où ils arrivaient, Triple H et Shawn Michaels, avec leurs collègues pour jeter des bâtonnets verts sur tout le monde, faire péter les pyros, faire des blagues un peu, on va dire, limite. Bon, pas non plus incroyable, mais surtout quand c'était l'RPJ. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'origine, D-Generation X, c'est un clan qui a été créé autour de Shawn Michaels, qui était pleinement devenu heel, et qui lui a permis en quelque sorte de devenir l'ennemi parfait pour un Stone Cold Steve Austin, en l'occurrence à WrestleMania en 1998. Et oui, c'est quand même fou. Sachez que, à la base, donc, c'est à l'automne, et précisément le 13 octobre 1997, que cette faction qui était à la base uniquement composée de Shawn Michaels, qui était... Alors, il allait être le champion WWE très bientôt, hein, au fameux Montréal Screwjob de Survivor Series, contre son pire ennemi de la vraie vie aussi, Bret Hart. Sachez que à toute cette occasion, donc, où il devenait heel, il a formé ce clan avec Triple H et Chyna à la base, hein. Tous les autres membres, ça sera par la suite, et sans Shawn Michaels dans un premier temps, puisque Michaels, après WrestleMania 14, il est obligé de prendre une première retraite parce que son dos ne lui permet plus de catcher. Bref, il forme donc d'abord ce qui était un trio, et ça collait aussi parfaitement à ce côté révolutionnaire qu'il y avait à l'époque, bien plus politiquement incorrect, bien plus trash, bien plus sensationnaliste, et ça connectait aux fans. Alors que pourtant c'était des heels, hein, avec leur slogan bien sûr Suck It, et leur humour très explicite, et puis bien sûr toute leur gestuelle, les t-shirts D-Generation X qui se vendaient comme des petits pains. Est-ce que vous saviez par exemple que le nom D-Generation X, alors il y a deux théories sur l'origine de ce nom. D'abord, a priori, il y a le journaliste Phil Mushnick qui avait parlé donc de la WWE dans un guide télé de l'époque, en se référant à la fanbase de la WWE comme étant des dégénérés. Et il les avait même, en gros, parce que comme c'était la génération X, hein, la jeunesse des années 90, il les avait même renommés D-Generation X. Donc, a priori, une première théorie, c'est que c'est venu de là. Mais dans l'autobiographie de Shawn Michaels, il dit que c'est le scénariste Vince Russo qui avait eu l'idée de ce sobriquet. Enfin bref, vous l'aurez compris, D-Generation X a clairement donné l'impulsion à Shawn Michaels pour être encore plus dans un côté non seulement trash, mais encore plus connecté on va dire, à l'époque, et à se rendre encore plus détestable en vue aussi du succès de Stone Cold Steve Austin, hein, qui allait triompher quelques mois après. Et c'est quand même très important, mais est-ce que vous saviez aussi que Triple H, lui, a aussi vécu ce cas de figure, mais un peu après. Alors ça, c'est vrai que Triple H, quand on pense à des factions desquelles il a fait partie, on se dit, bah, il y a D-Generation X, bien sûr, il y a évidemment Evolution, l'Authority aussi, mais il y a quand même un cas de figure bien précis où rejoindre une faction lui a fait d'abord passer, on va dire, un cap dans sa carrière, et lui a aussi permis d'explorer tout un nouveau registre pour son personnage. C'est en 1999. Alors sachez que là, tout ça se passe vers WrestleMania 15, un show d'ailleurs où Triple H affrontait Kane, et il y avait quand même eu pas mal de retournements de situation, vous allez voir. En fait, dans cette road vers WrestleMania 15, vous aviez Chyna, hein, qui était donc membre originel de D-Generation X, qui avait rejoint Kane et la corporation. Sauf que, par la suite, donc au moment où il y avait Triple H contre Kane à WrestleMania 15, Chyna allait trahir Kane pour à nouveau se joindre à Triple H. Donc là, on se disait, qu'est-ce que c'est que ce micmac? Mais en réalité, plus tard, Triple H allait attaquer X-Pac, ancien collègue de D-Generation X, qui avait un match pour le titre européen contre Shane McMahon. Il allait donc l'attaquer, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on comprenait? On comprenait qu'en réalité, après quelques petits twists, Triple H et Chyna faisaient désormais partie de la corporation. Ils avaient donc fait un heel turn en se joignant à ce grand clan qui représentait en quelque sorte l'autorité, hein, à la WWE à cette période-là. Et on peut considérer que ça a été un vrai tremplin pour Triple H aussi, parce que quand même, c'est que quelques mois plus tard qu'il sera champion WWE pour la première fois, 4 mois plus tard précisément.
Et tout ça, donc, en devenant heel pour la première fois, enfin, en tout cas, il l'avait déjà été avant, mais là c'est vrai qu'avec DX, il était devenu un face très aimé par les fans, donc on peut dire qu'il vendait son âme au McMahon, et rendez-vous compte que tout ça mènera à lui qui fait cette promo où il dit qu'il est The Game, qu'il en a ras-le-bol d'être dans l'ombre, qui vient prendre ce qui lui est dû, et ça lui réussira grandement. Enfin bref, vous l'aurez compris, parfois, c'est très intéressant pour un catcheur de rejoindre une faction pour son heel turn, parce que souvent, ça a mené à quelques-uns des runs les plus iconiques de l'histoire du catch. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur ces clans qui ont servi de tremplin pour des heel turns. Comme on a pu le voir, c'est un mécanisme qui a eu lieu plusieurs fois et de façon très marquante dans les années 90. Et la WWE d'ailleurs n'a pas hésité à le reproduire par la suite, ce schéma. Et justement, j'ai un débat pour vous. À vos yeux, quelle est l'occasion la plus mémorable où ce processus a été refait en quelque sorte dans les années plutôt 2010 et 2020 ? Venez en parler dans les commentaires, je me demande ce que vous en pensez. Et puis aussi, profitez-en pour me dire ce que vous avez pensé du livre de Dylan. Je vous le recommande, sincèrement. Et puis, vous le savez, on se retrouve chaque semaine de toute façon pour un documentaire comme celui-ci sur une superstar actuelle ou non. Alors dites-moi sur qui ou sur quoi vous avez envie de voir une vidéo prochainement. Ce sera intéressant de voir qui suscite votre intérêt en ce moment et de partager tous nos ressentis, parce que ça, c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages passionnants comme The Rock, cette playlist devrait vous plaire. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres secrets et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Jabroni.